Miami, un jeune homme est enlevé à la pointe d'une arme à feu. Ses ravisseurs exigent une importante rançon, sinon ils le tueront. La police et le FBI suivent des pistes déconcertantes et cherchent des réponses dans les indices les plus infimes. C'est une course contre la montre pour retrouver la victime et la ramener auprès de sa famille. Miami, en Floride, le mardi 7 août 1984. À 18h, le bureau du promoteur immobilier Jesus Portela était sur le point de fermer. Portela avait émigré de Cuba 22 ans plus tôt. Il avait bâti une entreprise prospère à Miami. Mario, son fils de 22 ans, venait de se marier et travaillait comme agent immobilier pour son père. Comme son oncle, d'ailleurs. Un peu après 18h, un couple s'approcha du bureau. Mario et son oncle sortirent pour aller parler aux deux personnes. Le couple voulait s'enquérir du prix d'appartements en copropriété. L'homme semblait nerveux. L'oncle leur expliqua que le bureau était fermé et il leur demanda de revenir le lendemain matin. À la demande du couple, il rentra toutefois dans le bureau pour aller leur chercher des brochures. Oye, Jesús, son unos clientes quieren información acerca de los condominios. Il ne vit pas ce qui se passait à l'extérieur. Un homme armé avait garé sa voiture et avec le couple, il enleva Mario. Il eut toutefois le temps de noter les 3 derniers chiffres du numéro d'immatriculation provisoire de la voiture. L'oncle raconta à Jesus ce qu'il avait vu. On avait fait monter Mario de force dans une voiture bleu-gris qui s'était dirigée vers le nord sur la 122e avenue. Il appela ensuite la police. La police de Dade County répondit à l'appel. Selon l'enquêteur Alvaro Romero, les cas d'enlèvement n'étaient pas rares en 1984. À ce moment-là, il y avait une vague d'enlèvements. Je crois qu'il y en avait un par mois. Ces kidnappings étaient reliés à des affaires de drogue. Et les victimes étaient elles-mêmes mêlées au monde de la drogue quand ce n'était pas leurs parents, parfois. Les enquêteurs se rendirent rapidement compte que la situation était différente dans ce cas-ci. En interrogeant M. Portela et en voyant que c'était un homme d'affaires prospère, nous avons été portés à croire que le crime n'était pas motivé par une affaire de drogue, mais plutôt par l'argent. Moins d'une heure après l'enlèvement, le téléphone sonna. L'homme au bout du fil demanda à parler à Portela en espagnol. Portela ne connaissait pas cette voix. L'homme lui dit alors qu'il faisait partie d'un groupe de terroristes qui détenait Mario. Il lui demanda une rançon de 3 millions de dollars. Même si aucun dispositif d'enregistrement n'avait été installé, un enquêteur qui parlait espagnol écouta la personne et identifia son accent. Le Colombien menaçait de tuer Mario si les services de police ou du FBI étaient mis au courant de l'affaire. Il avertit Jesus que le groupe surveillait sa maison et il en donna ensuite l'adresse.
Le père, terrifié, demanda à parler à son fils. Le ravisseur ajouta qu'il appellerait Portela 3 jours plus tard. Les policiers ne purent retracer l'appel, mais ils avaient au moins une idée du type de criminel auquel ils avaient affaire. Nous avions le sentiment que ces ravisseurs étaient violents. Ils avaient pris de nombreuses précautions au moment de cet appel téléphonique, et leurs menaces semblaient sérieuses. Comme pour tout cas d'enlèvement, la police de la région métropolitaine de Dade demanda l'aide du bureau du FBI de Miami. L'affaire fut assignée à l'agent spécial John Gill. Le FBI a participé à l'affaire dès le début. Compte tenu du montant de la rançon exigée, cela devenait un cas régi par la loi Hobbs. Selon cette loi, les cas d'extorsion qui visent les commerces ayant des clients de plusieurs États sont considérés comme des crimes fédéraux. Or, c'était le cas ici. Des agents du FBI installèrent du matériel électronique dans le bureau de Jesus Portela ainsi que chez lui afin de pouvoir retracer tout appel qu'il recevrait. Le lendemain, l'agent spécial Gill demanda à parler à Portela, mais pas dans la roulotte ni chez lui. Il voulait le rencontrer dans un parc de stationnement. Les agents en surveillèrent l'entrée et la sortie, mais ils ne virent aucun suspect. Gill pourrait interroger Portela en toute quiétude. My name is John Gill. Credential services. I have been assigned the administrator of this kidnapping case. L'agent demanda à Portela s'il avait des ennemis ou s'il avait déjà fait l'objet de menaces. Portela n'avait qu'un incident mineur en mémoire. 8 mois plus tôt, un homme et une femme avaient fait irruption dans son bureau. La femme s'appelait Rose de Parias. Elle venait de lui acheter un appartement et avait découvert que ses versements étaient d'un montant supérieur à ceux de ses voisins. Portela lui expliqua que ses voisins payaient moins cher car ils avaient sans doute obtenu un meilleur taux hypothécaire. Cela relevait de l'entente qu'ils avaient signée avec leur banque. Ce n'était pas lui qui touchait ses paiements. À partir du moment où la banque lui avait payé l'appartement en copropriété, il n'était plus mêlé au dossier. Mais le couple refusait d'entendre quoi que ce soit. L'homme avait proféré des menaces à l'endroit de Portela et lui avait demandé un remboursement. Portela ne pouvait malheureusement rien faire. Avant de partir, Rose de Parias lui dit qu'elle toucherait son argent coûte que coûte. Portela signala alors l'affaire à la police. La police avait parlé à cette femme pour lui expliquer comment étaient fixés les montants des paiements et qui finançait son acquisition. Elle avait présenté ses excuses à M. Portela et celui-ci croyait l'affaire morte et enterrée. Les agents retracèrent Rose de Parias et apprirent qu'elle vivait dans un autre État au moment de l'enlèvement. Après les vérifications d'usage, ils rayèrent son nom de la liste des suspects. Les enquêteurs étaient de plus en plus inquiets. Plus les jours passaient, et plus leurs chances de retrouver la victime en vie diminuaient. Ils espéraient que les ravisseurs appelleraient rapidement, auquel cas l'équipe serait prête. On avait installé sur les téléphones de Jesus Portela du matériel pour retracer les appels qu'il recevait. L'agent spécial Gil Orantia et les autres enquêteurs devaient être là pour faire fonctionner l'équipement lors des appels. Mais entrer chez Portela sans être vu des ravisseurs relevait du tour de force. Lors du premier appel, les ravisseurs lui avaient dit qu'ils surveillaient sa maison. Nous craignions donc qu'il ne nous voie entrer chez lui. Il devrait compter sur la complicité de Portela. J'étais caché sur la banquette arrière pendant que nous roulions vers sa maison. Nous sommes entrés dans le garage, puis dans la maison. On voulait enregistrer les appels et bien saisir tout ce qui se disait relativement à la demande de rançon.
Les agents et les policiers de Dade se relayaient pour qu'il y ait quelqu'un en permanence chez la famille Portela. Ils indiquèrent à Jesus comment s'occuper des appels. Celui-ci jouerait un rôle de première importance pour retrouver son fils. Bien sûr, une des choses importantes, c'était d'établir dès le début qu'il était encore en vie. On en a parlé à M. Portela. On lui a demandé de poser des questions au ravisseur auxquelles seul Mario connaissait la réponse. Ainsi, on saurait s'il était en vie. En établissant le profil de Mario, les agents en vinrent à mieux connaître le jeune homme. Ils connaissaient ses mets préférés et le nom de ses animaux de compagnie. Mario Portela était le jeune Américain typique. Il avait reçu une bonne formation et c'était l'un des meilleurs élèves de sa classe. Il venait de se marier à une jeune femme et l'avenir semblait prometteur. Tout le monde l'aimait. La raison pour laquelle cette affaire a été si traumatisante, c'est que beaucoup de gens pouvaient s'identifier à eux. Ils représentaient ce que nous voulons tous. Ils représentaient le rêve américain. Mais ce rêve est devenu le pire des cauchemars. Comme promis, les ravisseurs appelèrent 3 jours après l'enlèvement. L'homme au bout du fil obligea Portela à écouter un enregistrement. On pouvait y entendre la voix de Mario. Celui-ci suppliait son père de payer la rançon, ajoutant que les ravisseurs le tueraient à coup sûr s'il appelait la police ou le FBI. Portela déclara à son interlocuteur qu'il avait discrètement commencé à réunir la somme à sa banque. Les agents lui rappelèrent alors de demander une preuve que son fils était toujours en vie en demandant au ravisseur quel était le surnom de Mario enfant et le nom du chien que sa femme avait déjà eu. L'homme accepta de le rappeler pour lui donner les réponses. Portela était parvenu à le garder en ligne assez longtemps pour que l'appel soit retracé. Il provenait d'une cabine téléphonique de Miami. Mais l'homme qui l'avait utilisé eut le temps de s'enfuir avant l'arrivée des unités de surveillance. Au cours des pénibles jours suivant l'enlèvement, Portela reçut de nombreux autres appels. S'adressant à lui en espagnol, un homme lui parla d'une mystérieuse proposition d'affaires qui n'avait apparemment aucun lien avec le kidnapping. M. Portela lui a alors dit qu'il n'avait pas le temps de parler affaires avec lui parce qu'il était aux prises avec d'autres problèmes. Mais son interlocuteur lui a dit qu'il pourrait l'aider à résoudre ces problèmes. Son insistance à vouloir aider M. Portela l'a rendu suspect à nos yeux. On croyait qu'il jouait un rôle dans l'enlèvement et la demande de rançon. Portela poursuivit la conversation jusqu'à ce que les enquêteurs aient trouvé la source de l'appel. Il provenait du même secteur que l'appel du ravisseur. Des unités de surveillance se rendirent sur place assez vite pour voir l'homme au bout du fil. Ils le suivirent jusqu'à un restaurant d'où il sortit bien vite avec un sac. En dressant le profil de Mario, les enquêteurs avaient appris qu'il adorait les hamburgers de cette chaîne de restaurants. Ils suivirent l'homme jusqu'à un immeuble. Son comportement était suspect. Il a tendu les hamburgers à celui qui lui avait ouvert la porte sans échanger un mot avec lui. C'était la sorte de hamburger que préféraient Mario et son père. À ce moment-là, on a commencé à croire que Mario était détenu à cet endroit. Une unité SWAT se rendit sur place. Le compte à rebours était commencé. On devait retrouver Mario. À Miami, en Floride, le FBI et la police de Dade County tentaient de retrouver Mario Portela et ceux qui l'avaient enlevé.
Leur première piste importante les conduisit à un appartement de Miami où ils croyaient que les ravisseurs détenaient Mario. L'unité fit irruption dans l'appartement. On fouilla toutes les pièces. Mais il n'y avait aucune trace de Mario. C'était une fausse piste, comme nous le raconte l'agent spécial John Gill du FBI. En fouillant les lieux et en interrogeant les gens qui y vivaient, on en est venu à la conclusion qu'ils n'avaient aucun lien avec l'enlèvement. En interrogeant l'homme qui avait appelé Portela, les agents déterminèrent qu'il ne savait rien de l'enlèvement et qu'il ne cherchait qu'à faire affaire avec l'entreprise du père de la victime. Les enquêteurs étaient de nouveau forcés d'attendre la prochaine manœuvre des ravisseurs. C'était l'homme qui avait appelé la première fois. Il répondit aux questions correctement, ce qui indiquait que Mario était toujours en vie. De nouveau, il exigea la somme de 3 millions de dollars. Comme on le lui avait demandé, Portela tentait de le garder au bout du fil le plus longtemps possible. Il dit à son interlocuteur qu'il avait parlé au responsable de sa banque et qu'il n'était parvenu à réunir que le tiers de la rançon. Pendant que Portela négociait avec le ravisseur de son fils, les agents établirent que l'appel provenait d'un autre téléphone public de Miami. Des unités furent envoyées sur place. Le ravisseur finit par accepter une rançon réduite à 1 million de dollars. Pour prolonger la conversation, Portela lui indiqua qu'il lui faudrait du temps pour avoir l'argent en main, car la banque était fermée pour la soirée. Faisant fi de ses remarques, le ravisseur lui ordonna d'avoir l'argent en main quand il le rappellerait 3 heures plus tard pour lui indiquer où il devait laisser la rançon. Une fois encore, il disparut avant que les autorités n'arrivent sur les lieux. Moins d'1 heure plus tard, Portela rencontra des agents en civil à sa banque. Les agents du FBI notèrent les numéros de série de tous les billets de banque qui constituaient la rançon. Ainsi, ils pourraient peut-être retracer ceux qui les dépenseraient. À la maison de Portela, les agents cachèrent un dispositif de repérage dans le porte-documents en espérant qu'il les mènerait à l'endroit où se trouvait Mario. Les ravisseurs appelèrent à l'heure prévue et donnèrent à Portela les indications sur l'endroit où il devait laisser l'argent. Ils lui ordonnèrent de se rendre à un restaurant, de laisser la portière de sa voiture déverrouillée avec l'argent à l'intérieur et d'attendre que le téléphone public sonne. Ensuite, il devait entrer dans le restaurant et s'y asseoir. Le ravisseur lui ordonna de venir seul. Portela se mit en route avec le porte-documents rempli de billets de banque. Il mit moins d'une demi-heure à se rendre sur place, mais pour ce père inquiet, cela sembla une éternité. Le restaurant était situé dans un quartier dangereux de Miami. Des agents civils et des enquêteurs de la police métropolitaine de Dade County étaient déjà sur place. Des agents occupaient un appartement vide dont la vue donnait sur le restaurant. Jesus Portela arriva sur les lieux avec 1 million de dollars en argent liquide, avec l'espoir de retrouver enfin son fils. Mais le commerce était fermé. Portela commençait à se demander s'il ne s'agissait pas d'un traquenard. Il trouva un téléphone public qui n'était pas à l'endroit décrit par les ravisseurs. Il était nerveux à l'idée de laisser sa voiture déverrouillée avec 1 million de dollars à l'intérieur. Il espérait que les ravisseurs appelleraient avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Il attendit en vain, car le téléphone ne sonna pas. Portela dut se résoudre à repartir avec l'argent de la rançon, mais sans Mario.
Les enquêteurs et lui attendirent plusieurs jours sans avoir de nouvelles des ravisseurs. Après cet échec, on n'a reçu aucun appel concernant la rançon. C'était au moyen du téléphone que nous pouvions communiquer avec les ravisseurs. Sans cela, nous ne pouvions rien faire, et malheureusement, ils ont cessé de nous appeler. Nous étions très inquiets. Même si les ravisseurs n'avaient pas laissé de nouveaux indices, au moment de leurs appels, les premiers indices commençaient à fournir des informations. L'agent spécial John Hanlon avait essayé de trouver la voiture utilisée lors de l'enlèvement de Mario. C'était une berline Chevrolet bleu-gris avec une immatriculation provisoire dont le numéro ne figurait pas encore dans la base de données de la Régie des véhicules. À cause de ce numéro, nous ne pouvions pas retrouver le véhicule. La voiture semblait parfaitement en règle et n'attirait pas l'attention des autorités. Les marchands de voitures d'occasion louent parfois illégalement des véhicules à vendre après leur avoir collé un papier avec un numéro d'immatriculation provisoire. Hanlon appela tous les concessionnaires de la région. Ce travail fastidieux finit par porter fruit quand il parla à la secrétaire de l'un de ses marchands à Miami. Je lui ai demandé si elle louait des voitures d'occasion. Elle m'a répondu que c'était le cas. J'ai alors demandé si elle louait de vieilles Chevrolet. Elle a encore dit oui. Avait-elle une Chevrolet bleu-gris, ai-je ajouté. Elle a répondu par l'affirmative. J'ai dit, où est cette voiture? Elle m'a dit, elle est ici. Je lui ai alors demandé quand elle l'avait louée pour la dernière fois. Elle m'a répondu le 7 août. Je n'en croyais pas mes oreilles. Le 7 août était le jour de l'enlèvement. Quand les agents apprirent que la voiture avait été retournée le lendemain, ils la confisquèrent pour la fouiller. Les techniciens judiciaires de la police de Dade se mirent à la recherche d'indices. Ils ne trouvèrent aucun cheveu, fibre ni empreinte digitale utilisable, mais ils découvrirent toutefois un porte-clés sous la banquette arrière. Le FBI savait que Mario Portela conduisait une Volvo. Nous sommes donc allés chercher le porte-clés pour le montrer aux membres de la famille. Ils l'ont reconnu sans hésitation. Les clés fonctionnaient dans son automobile. En outre, une des clés du trousseau nous a permis de déverrouiller la porte d'entrée de sa maison. Cela signifiait que la voiture avait vraisemblablement servi au transport de Mario Portela lors de son enlèvement. En vérifiant les relevés de location, les enquêteurs découvrirent qu'une certaine Julita de Parias avait loué cette voiture. L'employé du concessionnaire déclara que la femme était venue accompagnée d'un homme qui, selon elle, était son frère. Hanlon réquisitionna les photos des permis de conduire de Julita de Parias et de ses frères et sœurs. 9 jours après l'enlèvement, Hanlon rencontra l'employé qui avait loué la voiture et lui montra plusieurs photos parmi lesquelles se trouvait celle de Julita de Parias. La femme reconnut immédiatement la cliente. La femme identifia également l'homme qui l'accompagnait. C'était Julio, le frère de Julita. Les agents connaissaient déjà le nom de De Parias. Ils se rappelaient une certaine Rose De Parias qui avait eu un conflit avec Portela l'année précédente. Or, Julita était sa sœur. Les agents en étaient venus à croire que Julio De Parias était l'homme qui accompagnait Rose et qui avait proféré des menaces à l'endroit de Jesus Portela. Même si le FBI ne croyait pas Rose De Parias mêlée à l'enlèvement, son frère et sa sœur étaient maintenant les suspects principaux dans cette affaire. Quand on a disposé des noms de ces suspects, on les a fait surveiller afin de recueillir d'autres indices. Le FBI remarqua qu'un homme accompagnait généralement Julita. Le couple semblait avoir une relation amoureuse. 10 jours s'étaient maintenant écoulés depuis l'enlèvement. Les agents espéraient que les suspects les mèneraient à Mario Portela. Ils devaient interroger cet homme, mais ils couraient le risque que celui-ci en parle à ses complices. La vie de Mario était menacée. On ne pouvait pas leur mettre la main dessus à ce moment-là parce qu'on voulait d'abord protéger la vie du jeune homme. Notre principal objectif, c'était de ramener cette personne à sa famille.
On a donc continué à les surveiller. Le FBI et la police de Dade poursuivirent la surveillance à l'aide d'unités terrestres et aériennes. Mais les suspects étaient très prudents. Ils avaient un comportement imprévisible et parano. Ils pouvaient partir en voiture dans une direction, faire demi-tour et prendre une autre direction, et ensuite traverser un parc de stationnement et prendre encore une nouvelle direction. Les surveiller était par conséquent très difficile. Et comme le nombre de nos autos affectées à la surveillance était limité, si l'une d'elles passait à côté des suspects 3 ou 4 fois de suite, il y avait un risque qu'elle soit identifiée plus facilement. Les manœuvres des suspects portèrent fruit. Les unités au sol, qui tentaient de garder la voiture des suspects en vue sans être repérées, la perdirent bientôt. Ce fut un dur coup pour l'équipe d'enquête. Trois jours plus tard, à 40 km au nord de Miami, dans la ville de Davie, deux adolescents marchaient dans un champ quand ils firent une découverte macabre qui allait apporter de bien tristes nouvelles à la famille de la victime. « 13 jours après l'enlèvement de Mario Portela, des adolescents découvrirent un corps à Davie, en Floride, à 40 km au nord de Miami. La police de Davie constata rapidement qu'il s'agissait d'un homicide. La tête de l'homme était enveloppée de rubans adhésifs. L'enquêteur Ed Taylor devait maintenant identifier la victime. Tout ce que nous savions alors, c'était qu'il s'agissait d'un homme. On ignorait quel âge il avait parce que sa tête était recouverte de rubans adhésifs. De plus, ses mains et ses chevilles avaient été attachées. Sur les lieux, on pouvait donc difficilement identifier la victime et évaluer son âge. Pour relever des indices, les experts devaient examiner le corps, le ruban adhésif, de même que le sac de couchage dans lequel le corps avait été trouvé. Mais d'abord, ils devaient le transporter au labo. James Onley, alors assistant du médecin légiste de Broward County, pratiqua l'autopsie. Il commença par retirer le ruban adhésif qui entourait la tête, en prenant soin de bien le conserver, car il serait analysé plus tard par d'autres experts. Une fois le ruban enlevé, Onley put déterminer que la victime était un homme âgé entre 20 et 40 ans, qu'il mesurait 1,72 m et que ses cheveux et ses yeux étaient bruns. Même si la victime avait été sauvagement battue, elle était morte par asphyxie. Selon Onley, la mort remontait à 24 heures au minimum et 36 heures au maximum. Pour aider à l'identification de la victime, Onley la photographia afin que l'on puisse comparer son visage à celui de personnes portées disparues. Mais il savait que le visage sur ces photos ne ressemblerait guère à celui de la victime. Le ruban adhésif avait déformé ses traits et la chaleur de l'été avait accéléré le processus de décomposition. On a prélevé les empreintes digitales de la victime afin de voir s'il n'avait pas déjà été arrêté dans le passé. On a aussi transmis la description de la victime aux médias et publié sa photo dans l'espoir que quelqu'un pourrait l'identifier. Le 25 août, un journal de Miami publia un article sur le cadavre trouvé à Davie. L'agent spécial John Gill du FBI remarqua en le lisant que la description correspondait à celle de Mario Portela. Il contacta le service de police de Davie pour leur parler de la victime d'enlèvement. Peu de temps auparavant, on avait reçu le dossier dentaire de Mario Portela. Ce dossier se trouvait dans le bureau du FBI au cas où nous aurions à identifier une victime. Je l'ai apporté à Davie, où j'ai rencontré l'enquêteur Taylor. Ensemble, nous sommes allés au bureau du coroner. Le médecin légiste Onley a pu comparer ces radiographies aux dents de la victime. Il a pu confirmer qu'il s'agissait bien de Mario Portela. Pour tous ceux qui avaient travaillé à retrouver Mario, la nouvelle fut dévastatrice.
On devait appeler la famille Portela pour leur annoncer que leur fils avait été retrouvé mort. Les agents enquêtaient désormais sur un meurtre. En réexaminant le dossier de cette affaire complexe, ils dressèrent le profil des suspects, notamment celui de Julio de Parias, l'homme qui avait menacé Jesus Portela l'année précédente. Celui de Julita, dont le nom apparaissait sur le contrat de location de la voiture ayant servi à l'enlèvement. Et l'homme que les agents croyaient être le petit ami de Julita. Les 3 suspects avaient disparu. Il y avait un autre nom sur la liste des suspects, Héctor de Parias, le frère de Julio et de Julita. Celui-ci avait des liens étroits avec les membres de sa famille et il avait un casier judiciaire. Maintenant que la vie de Mario n'était plus en jeu, l'enquête pourrait être menée ouvertement. Les agents interrogèrent la sœur des 3 suspects, Rose de Parias, qui avait menacé Jesus Portela 8 mois avant l'enlèvement. Elle nia être mêlée à l'affaire et offrit sa pleine collaboration à la police. Elle déclara que le petit ami de Julita s'appelait Jesse Ramirez et que si aucun des 3 ne se trouvait à Miami, c'est qu'ils étaient vraisemblablement partis à Los Angeles où ils avaient des amis. Les agents de Miami transmirent ces informations au bureau du FBI de Los Angeles où l'agent spécial Gregory Pack sut aussitôt que le temps pressait. Il était impératif de retrouver ces individus au plus vite, parce qu'ils étaient dangereux et que ce n'est pas le genre de personnes qu'on veut avoir dans nos rues, ni dans les rues d'aucune autre ville d'ailleurs. S'ils avaient enlevé et tué quelqu'un une fois, ils pouvaient recommencer. L'agent spécial Pack devait restreindre son champ de recherche. Il savait que les suspects étaient d'origine colombienne. Or, le quartier de Rampart de Los Angeles compte une importante communauté colombienne. Je me suis rendu à cet endroit muni de bonnes photographies des suspects. Et je suis entré dans tous les commerces qu'on fréquente quand on vit dans un quartier. Les restaurants, les hôtels, les motels, les immeubles résidentiels. Après quelques semaines à faire du porte-à-porte et à ratisser le quartier, je suis tombé sur la gérante d'un immeuble. Je lui ai montré les photos. Elle reconnut Héctor, Julita et Julio de Parias. C'étaient de nouveaux locataires, mais ils étaient rarement chez eux. Je lui ai laissé ma carte de visite et je lui ai demandé de m'appeler. Je l'appelais au moins une fois par jour. J'ai fait cela pendant 8 à 10 jours. Finalement, vers 21h, j'ai reçu un appel du bureau. La gérante se trouvait au bout de la ligne et elle voulait qu'on me passe son appel. Elle m'a alors annoncé que les individus que je cherchais se trouvaient chez eux. Nous nous sommes lentement approchés de l'immeuble en surveillant les endroits stratégiques pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir par les fenêtres ou d'autres portes. En courant vers la porte d'entrée principale, on a vu un homme pointer son revolver dans notre direction. On s'est rué sur lui, on lui a arraché son arme des mains et on l'a mis en détention. On a alors vu qu'il y avait quelqu'un d'autre. L'homme armé était Jesse Ramirez, le petit ami de Julita. On le mit en détention pour voie de fait contre un agent fédéral. L'autre homme dans la pièce était Héctor de Parias, le frère de Julita et de Julio. Celui-ci fut arrêté pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle, pour possession de drogue et pour vol. Les 2 suspects étaient maintenant en détention, mais les 2 autres couraient toujours. Nous savions bien qu'il nous restait à trouver Julita et Julio. Alors, quand nous sommes partis, nous avons laissé 2 agents sur place. Quelques heures plus tard, Julita est rentrée. On l'a mise en détention et on l'a conduite au bureau du FBI à Los Angeles. Les agents attendirent le retour de Julio de Parias, mais celui-ci ne se montra pas. John Gill, l'agent chargé de l'affaire à Miami, a pris la nouvelle des arrestations. Gregory Pack, l'agent spécial du bureau de Los Angeles, nous a appelés à Miami.
J'ai sauté dans le premier avion dès que je l'ai su. J'ai rencontré l'agent Pack vers 15 heures de l'après-midi. Je lui ai alors raconté tout ce que nous savions de l'affaire. Jesse Ramirez et Rolita de Parias refusèrent de parler aux enquêteurs. Mais l'agent spécial Gill et l'enquêteur Ed Taylor de la police de Davie eurent plus de succès avec Hector de Parias. Ils devaient maintenant trouver le quatrième suspect, Julio de Parias, et découvrir ce qui s'était passé au cours des derniers jours de Mario Portela. Le 24 septembre 1984, le FBI avait arrêté 3 suspects suite à l'enlèvement et le meurtre de Mario Portela. Un quatrième suspect, Julio de Parias, était toujours en liberté. Des 3 individus en détention, seul Hector de Parias accepta de parler. Il fut évasif au début, mais les enquêteurs purent rapidement lui démontrer qu'il mentait. L'enquêteur Ed Taylor de la police de Davie et l'agent spécial John Gill décidèrent de tenter de lui soutirer la vérité en y allant en douceur. On l'a traité un peu comme un ami parce qu'on avait vu qu'il était possible d'établir une relation de confiance avec lui et de le faire passer aux aveux. Le deuxième jour de l'interrogatoire, il est devenu coopératif au point où il a failli tout avouer. Il avait de plus en plus confiance en Taylor et moi. Il nous a dit qu'il collaborerait avec nous et dirait ce qu'il savait. Il n'était pas, selon lui, impliqué dans l'enlèvement. Quelques jours après le crime, Mario était détenu dans un appartement. Son frère, sa sœur et son petit ami s'étaient aperçus qu'il pouvait être très compliqué de surveiller une victime. Et ils avaient eu besoin d'aide. Ils savaient qu'Hector était disponible. Il était sans emploi et il était accro à la marijuana. Comme il se cherchait du travail, il allait certainement sauter sur l'occasion de se faire de l'argent. Il lui avait donc demandé de surveiller leur victime, comme il nous l'a raconté. Selon Hector, le mobile de cet enlèvement était la vengeance. Julio de Parias s'était senti humilié quand il s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas aider sa sœur à obtenir le remboursement de son appartement en copropriété. Hector ajouta qu'après quelques jours, Julio et Jesse avaient eu peur de se faire arrêter et qu'ils avaient décidé de laisser tomber la rançon exigée. Ils avaient alors voulu se débarrasser de Mario Portela car c'était un témoin gênant. Le 17 août 1984, 10 jours après l'enlèvement, ils décidèrent de le tuer. Jesse Ramirez enveloppa la tête de Mario Portela avec du ruban adhésif. Pendant tout ce temps, la victime les implora de le laisser en vie et pria à voix haute. Comme Mario peinait à respirer, Jesse le frappa avec une barre de métal. Après le meurtre, Julio de Parias paya à Jesse Ramirez la somme de $1000 pour ce travail. Hector déclara qu'il ignorait où se trouvait Julio, mais il savait toutefois où Mario avait été détenu et tué. Non seulement Hector a-t-il pu nous donner l'adresse d'un appartement, mais il a également fait un croquis des lieux. Il nous a aussi indiqué où étaient les diverses pièces et les meubles de l'endroit où avait été commis le meurtre. Une équipe d'agents, d'enquêteurs et de techniciens judiciaires se rendirent à l'appartement de Miami. Ils en bloquèrent l'accès et se mirent à la recherche d'indices. Toute pièce à conviction pouvait aider à mettre les meurtriers de Mario derrière les barreaux. Mais le fait de se trouver sur la scène du crime rappela amèrement aux enquêteurs comment ils avaient échoué en tentant de lui sauver la vie. L'agent spécial Gil Orancia était sur les lieux. En entrant dans l'appartement, on a aperçu un rouleau de ruban adhésif sur une table de nuit. Il y avait une barre de métal qui avait vraisemblablement servi à battre Mario.
On a trouvé du sang dans l'appartement. Nous avons vu tous ces indices. Et ceux-ci mis ensemble étaient difficiles à regarder. On avait tellement souhaité sauver la victime. Et pourtant, on avait échoué. C'était très difficile à encaisser pour nous. En plus du ruban adhésif, les enquêteurs trouvèrent des morceaux de pansement. Ils trouvèrent aussi des cheveux et des fibres. Tout fut noté méticuleusement et envoyé au laboratoire judiciaire du FBI à Washington. L'agent spécial Al Deadman du service des micro-indices y analysa les pièces à conviction. Mon rôle dans cette affaire consistait à comparer des cheveux, des fibres de tissu et du ruban adhésif trouvés à 4 endroits différents. L'endroit où l'on avait trouvé le corps, l'appartement où la victime avait été détenue, la voiture qui avait servi à son transport et un autre appartement où l'on avait trouvé les vêtements de l'un des suspects. Il trouva des fibres de moquette de ces appartements sur les suspects et la victime. Il compara ensuite le ruban adhésif retrouvé sur la tête, les jambes et les bras de la victime au rouleau de ruban recueilli sur le lieu du meurtre. Si vous disposez de 2 morceaux de ruban qui n'en formaient qu'un au départ et qui ont été déchirés, les fils qui les composent seront de longueurs différentes. Il y en aura des courts et des longs. On peut mettre les 2 morceaux bout à bout et constater que ces fils s'assemblent parfaitement comme un puzzle. L'agent spécial Deadman établit que le sectionnement du ruban de l'appartement coïncidait parfaitement avec un morceau de ruban sur la tête de la victime. Il compara également les extrémités d'un morceau de pansement trouvé sur les chaussures de Jesse Ramirez au pansement de l'appartement et à celui recueilli sur le corps de la victime. Les morceaux s'ajustaient parfaitement les uns aux autres. Chacun de ces indices contribuait à renforcer les soupçons qui pesaient sur les suspects et à établir des liens entre eux et la victime. Jesse Ramirez et Julita de Parias furent trouvés coupables d'enlèvement, d'extorsion et de meurtre. Ils furent tous deux condamnés à la prison à vie. Hector de Parias, qui plaida coupable aux mêmes accusations, écopa d'une peine de 40 ans d'incarcération. Quant au 4e suspect, Julio de Parias, il était toujours en liberté. On a cru qu'il s'était peut-être enfui en Amérique du Sud. On a donc fait imprimer des affiches avec sa photo et on les a envoyées dans les bureaux de poste et les postes de police. On a aussi fait imprimer des affiches en espagnol et on les a fait distribuer partout en Amérique latine. En novembre 1988, soit près de 4 ans après l'enlèvement, le FBI apprit que les douanes du Costa Rica détenaient un homme qui ressemblait à la photo de Julio de Parias sur l'affiche du FBI. L'agent spécial Orancia se rendit au Costa Rica. Il constata que l'homme ressemblait effectivement au suspect de la photo, mais c'est sa voix qui lui mit la puce à l'oreille. J'avais écouté les enregistrements des appels des centaines et des centaines de fois. Je connaissais cette voix. Elle faisait pratiquement partie de moi. Dès qu'il a ouvert la bouche, j'ai su. J'ai su que c'était lui. Le procès fédéral de Julio de Parias s'ouvrit 5 ans après l'enlèvement de Mario Portela. Il fut jugé coupable d'enlèvement, d'extorsion et de meurtre et condamné à la prison à vie. Pour les agents du FBI qui avaient tissé des liens avec la famille de la victime, il était important qu'il ait été condamné, mais ce n'est pas la conclusion qu'ils auraient souhaitée pour ce cas d'enlèvement. Ça a été un crime épouvantable. Pour les besoins de la justice, il fallait résoudre le crime. Sinon, c'eût été très difficile à vivre pour les gens de Miami, pour la famille, et soyons honnêtes, pour nous aussi, de la police. Il était donc primordial que justice soit faite.
C'est la seule chose à laquelle on peut se raccrocher. Au moins, ils ont été capturés. Les Portela n'ont pas cessé de travailler. Mais ils n'oublieront jamais Mario et ils ne renonceront jamais à leurs rêves.